Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment réviser efficacement les mathématiques. Donc, je vais essayer de vous donner des stratégies gagnantes pour ça. Alors, vraiment, cette vidéo, elle est dédiée aux collégiens, à des lycéens et aussi aux parents parce que euh, ça va permettre, pour les parents notamment, d'optimiser l'apprentissage des mathématiques pour votre enfant. Alors, cette stratégie que j'ai essayé, enfin, les stratégies que j'ai que je vais vous exposer sont basées sur des principes cognitifs modernes bien sûr, donc et qui ont été éprouvés et qui marchent, vraiment. Donc on va voir l'ensemble des méthodes. Commençons directement. Alors déjà, pourquoi une approche efficace? Parce que, il y a quand même 60 des élèves, français qui redoutent les mathématiques, hein, selon un sondage IFOP 2023. Il y a 2 problèmes majeurs, à l'apprentissage, c'est les méthodes passives et le bachotage de dernière minute, qui ne sont pas des bonnes approches pour, apprendre et du coup, il y a une infinité de potentiel dans l'apprentissage, des mathématiques, hem, parce que, comme je le mets, les mathématiques ne sont pas qu'une matière scolaire, mais une compétence pour la vie. Voilà, heu les approches traditionnelles ne marchent pas totalement. Elles reposent trop sur cette mémorisation passive et une révision intensive sur pendant des heures et des heures avant un examen. Mais ça, c'est un peu contre-productif parce que ça génère un stress énorme. Sur le long terme, ça ne marche pas forcément et on a des résultats quand même assez décevants, surtout dans des épreuves comme le brevet ou le baccalauréat, où on a plein d'épreuves sur parce que plein de matières. Voilà. Donc là, ça va permettre, ce que je vais vous exposer, de transformer ces révisions et ce travail-là euh, en privilégiant vraiment une compréhension profonde et une application pratique plutôt qu'un simple par cœur qui ne fonctionne pas vraiment en mathématiques. Alors une première méthode, c'est les fiches de révision actives. Alors pourquoi des fiches actives et pas des fiches passives et surtout est-ce qu'une fiche active par rapport à une fiche traditionnelle? Une fiche active, c'est une fiche déjà où l'élève pardon, ne recopie pas bêtement le cours ou ne marque pas que ce qu'il y a écrit en rouge. Là, il y a plutôt une reformulation et une synthèse de l'information qui est mise sur cette feuille, sur ce petit Bristol par exemple. Il n'y a pas que ça, déjà il y a une fiche par concept ou par chapitre, voilà, pas plusieurs fiches, par chapitre. Ça serait vraiment trop contre-productif et à la fin, c'est pas évident de les réviser. Hem, un format donc compact, c'est pour ça les fiches Bristol, je trouve ça, vraiment bien. Visuel, il faut qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait potentiellement des schémas, des dessins. Ça permet de réviser beaucoup plus rapidement. Une organisation assez structurée, avec une hiérarchisation, pour, avoir l'ensemble des notions et avoir l'ensemble des concepts, qui sont petit à petit, sur la fiche, pour que pas que on prenne du temps à décrypter et surtout à comprendre du coup la, mmh, le raisonnement, en lien avec la notion. D'inclure des formules et des définitions précises, heu, pour bien comprendre, la notion. Voilà, notamment, par exemple, la définition d'une écriture scientifique. Si on ne sait pas ce qu'est une écriture scientifique, il faut marquer cette définition sur la fiche et inclure des remarques du professeur et des erreurs potentielles. Quand l'élève a vu différentes erreurs quand il a fait des exercices en classe, les marquer sur cette fiche parce que ça va aider l'élève à se dire ah oui c'est vrai j'avais fait cette erreur là mais du coup maintenant que je le vois que je le révise mais du coup je vais ne plus faire ces erreurs-là. Les remarques des professeurs, il y en a pas mal. Il y a des moyens mémotechniques qui ne sont pas forcément écrits dans
dans le cours ou des remarques qui sont juste à l'oral, et de se le marquer, même pendant le cours sur un brouillon, de se marquer au fur et à mesure ce que dit l'ensemble du professeur dans ce qui peut être utile, ça peut être vraiment très bien. Voilà. La création de fiches est elle-même un exercice d'apprentissage, hein. Ça permet justement de s'engager dans cette révision dans la matière. Voilà. La fiche doit être personnelle et refléter la propre compréhension des concepts mathématiques. Recopier une fiche d'un voisin, d'un camarade ou utiliser l'IA pour faire une fiche est contre-productif parce que il y a autant de fiches que d'élèves, parce que ça va dépendre de comment a été appréhendée la notion quand l'élève a été en cours. Une deuxième méthode, c'est l'auto-questionnement. Alors ça permet justement d'avoir des rappels actifs. L'auto-questionnement, c'est quoi? C'est tester sa mémoire sans consulter ses notes, en se posant des questions ou en utilisant des flashcards, que ça soit de façon numérique ou de façon ou en les faisant sur papier. Ça permet du coup de réactiver les connexions neuronales pour remobiliser notre cerveau face à cette mémorisation. Voilà. Alors dans les applications pratiques, donc voilà, on ferme le cahier et on essaye soit de réciter les définitions, soit de refaire des exercices types, d'expliquer un concept, de se questionner, de se poser des questions, on peut très bien avoir justement un questionnement par un camarade, par un frère, par une sœur, par un parent. Ça marche très bien. Voilà. Cet auto-questionnement, ça permet une amélioration de la rétention jusqu'à 50% par rapport à la simple relecture des notes. Donc c'est pas rien du tout. Voilà. Et cette méthode, elle a aussi une plus-value. Ça permet aussi d'identifier les lacunes. Donc ça peut être du coup des lacunes et on se dit ah oui ben, j'ai complètement oublié, ben je rouvre mon cahier, je regarde, ou même des lacunes qui montrent une non-compréhension et donc de pouvoir poser des questions à l'enseignant ou à un surveillant ou à un parent sur tout ça. Voilà, il y a un site comme Wookflash qui permet de créer des flashcards numériques en lien avec l'IA, qui peut être pas mal. Voilà, pour se re-questionner. Voilà, je vous laisserai le regarder, il est gratuit bien sûr. Méthode 3, c'est un entraînement espacé. Alors là, ça, l'entraînement espacé, c'est la chose la plus importante qu'il faut réaliser et surtout de ne pas de s'enlever de notre tête, de réviser juste avant le contrôle, alors que ça fait 2 semaines qu'on est sur la notion ou on est sur le chapitre. Ça, c'est contre-productif. La courbe d'Ebenghaus, courbe de l'oubli, nous le dit très bien. On voit que euh, à l'instant T, à T0, on a 100% de la mémorisation qui est là. On vient de nous dire, du coup, que pour additionner une fraction, il fallait faire telle ou telle chose. Au bout de 10 minutes, on commence à perdre un peu de cette mémorisation. On est à 80-90% de mémorisation de cette méthode. Au bout d'un jour, on voit qu'on est pratiquement à 40% et on voit qu'au bout d'une semaine, un mois, 6 mois, ben, on a pratiquement plus rien dans notre mémoire sur ce qu'on a appris sur l'addition, soustraction de fractions, par exemple. C'est pour ça que vous voyez la courbe verte que j'ai mis. Si enfin pas chaque 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, au bout d'un jour, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, on se réactive du coup cette méthode d'addition-soustraction de fractions, et on va plus perdre. Mais surtout, le coût, il est très faible. Parce que si au bout d'un jour, on n'est qu'à 40% de la mémoire, on pourrait se dire, ben, je révise. Sauf qu'il va falloir rattraper les 60% qui nous manquent. Alors que là, si on révise régulièrement, il y a quoi? 5, 10% qui nous manquent. Et finalement, on a un coût cognitif qui est assez faible. C'est pour ça qu'une planification optimale des révisions est très importante. Moi, je vous conseille la première révision le jour même de l'apprentissage. Donc, on a appris l'addition-soustraction un lundi de fraction, addition-soustraction de fraction. Le soir même, on le revoit.
2, 3 jours après, on le revoit. Une semaine après, on le revoit. Un mois après, on le revoit et peut-être que là, il va y avoir l'interrogation ou le contrôle, ou peut-être même avant. Mais en tout cas, ce travail-là que vous aurez fait, et quand je dis les révisions de un mois puis 3 mois, c'est pour préparer le brevet aussi. Là, clairement, ça ne s'oubliera, vous n'oublierez plus toutes ces méthodes et toutes les notions. Voilà. Cette approche améliore la rétention de plus de 30% par rapport aux méthodes traditionnelles. C'est pas rien. Une première une méthode aussi, la méthode 4 qui est très peu employée par les élèves, mais qui est très importante, c'est la correction active des erreurs. Je vois beaucoup de corrections passives donc en classe, c'est-à-dire on constate la différence entre le résultat et la solution, on se marque les résultats en vert, on marque les différentes erreurs et c'est tout. Ça, ce n'est pas productif. Non, il faut chercher précisément où l'erreur s'est produite. Bien sûr qu'il faut corriger, bien sûr qu'il faut marquer la vraie réponse, mais surtout se poser la question, mais pourquoi j'ai fait cette erreur? D'où ça vient? Est-ce que c'est une erreur de concept, de calcul, d'inattention? Et peut-être se mettre un petit point, un petit panneau d'attention en disant: «Ah ben oui, là, j'ai oublié les unités, il faut pas que je les oublie. Ah là, j'ai oublié qu'il faut mettre au même dénominateur les fractions, il faut pas que j'oublie». Se mettre des petits commentaires. C'est bien de se mettre des commentaires dans les exercices. Mais il faut quand même arriver à comprendre pourquoi on a fait cette erreur pour éviter, bien sûr, de la reproduire. Et dernière chose, refaire les exercices entièrement. Donc, on refait les exercices, on peut les refaire le jour même, on peut les refaire dans 2 jours, dans 3 jours, ou même pour préparer un contrôle, selon la planification que vous avez fait, mais surtout pas juste avant le contrôle, pour vérifier qu'on a vraiment compris et intégré la méthode. On peut aussi, je l'ai mis aussi, tenir un carnet d'erreurs lui permet de lister toutes les erreurs récurrentes que l'on fait et toutes les solutions qu'on peut associer pour transformer les faiblesses en force. Et de consulter régulièrement ces erreurs pour éviter les pièges dans des examens ou pour éviter certains pièges dans des notions plus complexes ou dans des examens qui nécessitent la, la mémorisation de plusieurs chapitres. Voilà, une pratique régulière et variée, c'est très important. Donc, la régularité, 15-30 minutes quotidiennes. On peut très bien se faire un petit planning qui serait affiché dans sa chambre sur, ben là, je vais faire telle ou telle chose en mathématiques ou autre, bien sûr. Voilà. Mais faire plusieurs heures concentrées à une seule session, c'est contre-productif, notamment si on révise le brevet, le baccalauréat ou autre. Diversifier les exercices, donc ne pas faire que des exercices type pour maîtriser l'addition, soustraction de fractions par exemple, mais faire des problèmes ouverts, faire des problèmes tout simplement pour essayer de voir si le raisonnement est là et si on adapte la notion à des problèmes. On peut faire des QCM pour tester rapidement les connaissances. Il y a plein de sites qui regorgent de QCM, même via les IA. Et on peut faire même des problèmes contextualisés pour essayer de s'ancrer dans la vie active, donc dans la vie quotidienne, mais aussi dans les différents métiers ça permettrait aussi peut-être de donner un avant-goût de métiers potentiels qu'on pourrait faire un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, donc il y a beaucoup il y a beaucoup de choses là-dessus. Dans les ressources, il y a des annales des examens, il y a les manuels scolaires, il y a des manuels scolaires complémentaires qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des plateformes en ligne comme Math en poche qui proposent des exercices variés. Voilà, il y a plein de choses. Il y a un rôle très essentiel des parents, hein, pour être efficace, pour que votre enfant soit efficace dans ses révisions. Mais bien sûr, déjà, créer un environnement propice, travail calme, bien éclairé, un espace de travail calme, pardon, bien éclairé et équipé de matériel nécessaire. Limiter les distractions numériques, donc tout ce qui est portable, ordinateur portable, tablette, télé, tout ça. Voilà, ça c'est
Voilà, c'est assez important. Encourager l'autonomie, voilà, guider l'élève, mais pas faire à sa place, lui poser des questions pour lui dire mais comment tu as fait ça et mais pourquoi tu as fait ça, plutôt que voilà, de fournir des réponses directes et l'aider et ne pas forcément l'aider justement. Ça, c'est pas l'aider. Valoriser l'effort et les progrès et pas uniquement d'avoir un 14, 16, 18, mais on a un élève qui a 8 sur 20, le précédent il a eu 4, 5 ou 6 même sur 20, et du coup on voit qu'il y a des améliorations, mais reconnaître ces améliorations et l'engagement de l'élève, voir qu'il est en train de réviser et que et que et qu'il s'y met et que du coup il s'engage du coup dans ses révisions et dans la matière, c'est très important de le valoriser là-dessus. Maintenir la communication, donc la communication avec l'élève sur ses difficultés et ses réussites, mais aussi avec les enseignants, parce que on peut très bien voir son enfant qui révise, mais pourtant les résultats ne sont pas en adéquation. Donc voilà, rester en contact avec les enseignants, peut-être qu'il permettra, euh, l'enseignant permettra de vous dire que voilà, peut-être qu'il révise pas de façon efficace et donc d'adapter les révisions. Voilà. Et aussi une dernière chose qu'on peut voir aussi, mais sans doute que vous ne le faites mal, pas, mais je préfère le dire. Voilà, éviter les attitudes envers les mathématiques négatives. Les attitudes négatives, comme ben, j'étais nul à maths aussi, ou de toute façon tel père tel fils, ou ben, de toute façon c'est génétique, il n'y a rien de génétique là-dessus, mais voilà, ne pas forcément dire oui, mais c'est dur les maths, de toute façon, je comprends que tu n'y arrives pas. Voilà, des choses, des idées reçues souvent et des éléments qui ne permettraient pas, enfin, qui permettraient de dire à l'élève qu'on est soit doué ou non, alors que c'est pas soit on est doué ou non, c'est avec l'apprentissage qu'on y arrive. Voilà. Gérer le stress et maintenir la motivation, ça c'est très important pour que on arrive à progresser. Voilà, donc établir des routines, j'en ai déjà parlé. Alors la technique Pomodoro qui marche très bien, notamment sur des sessions longues de révision pour le brevet ou pour le bac marche très bien. C'est 25 minutes suivi d'une pause de 5 minutes. Et après 4 sessions comme ça, on prend une pause de 15 à 30 minutes. Voilà. Ça permet de maintenir la concentration et surtout ça prévient l'épuisement mental plutôt que réviser pendant 2 heures sans pause. Là, c'est vraiment très contre-productif. Et les objectifs SMART, alors SMART, c'est un acronyme. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc ça, c'est des objectifs qui sont euh, bien à réaliser et pas se dire bon ben aujourd'hui chaque jour je vais résoudre 20 problèmes sur la division alors que j'ai des problèmes sur la division. Non, on va résoudre 2 problèmes sur la division chaque jour pendant une semaine. Pendant cette semaine, ben c'est des problèmes spécifiques sur la division, mesurables parce que du coup j'en ai que 2 à faire, hein, atteignables, 2 c'est pas non plus la mer à boire, réaliste parce que moi je sais que j'ai des soucis là-dessus donc 2 pour moi c'est réaliste et temporellement défini 2 problèmes, ça va pas me prendre 2 heures. Voilà. Donc ça, c'est des objectifs qui vont être très importants, ces objectifs SMART. Et aussi, pour gérer le stress, il faut se rappeler que les erreurs, c'est et les difficultés d'ailleurs, sont des opportunités d'apprentissage et pas un jugement sur les capacités de l'élève. Ça ne veut pas dire qu'on fait plein d'erreurs, qu'on est nul. On fait plein d'erreurs et on a quelques difficultés parce qu'on est on est en apprentissage, parce que on va essayer de pallier, de faire ci, de faire ça pour améliorer son apprentissage, pour construire son apprentissage et on fera de moins en moins d'erreurs. Mais l'erreur est à part entière de l'apprentissage en mathématiques. Voilà. Donc on est sur une mentalité de croissance pour progresser en mathématiques et pas de j'ai fait des erreurs, j'y arrive pas. Non, c'est pas ça les mathématiques. Bon, alors une conclusion quand même, il faut investir dans cet apprentissage stratégique. Il faut alors désolé, j'ai 2 fois le mot stratégique là aussi, j'ai quelques petites erreurs, mais
Ici, dans ces méthodes-là, on a c'est pas des techniques d'études, mais des compétences d'apprentissage transférables à toutes les disciplines. On peut le faire en mathématiques, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans plusieurs matières. Ça, ces méthodes que je vous ai dit, ça a un bénéfice à court, mais surtout à long terme. Ça va permettre d'améliorer les résultats et de développer la confiance en soi et de construire une méthodologie qui sera applicable tout au long de la vie, pas forcément qu'en mathématiques, mais dans plein de problèmes qu'on va pouvoir rencontrer dans la vie quotidienne. Voilà. On va pas commencer à faire toutes les méthodes d'un coup. Il faut commencer par intégrer une seule méthode, puis après une deuxième, une troisième, petit à petit, observer les résultats et voir que du coup ça fonctionne et comme on gagne en confiance et on se développe de plus en plus. Voilà. Les mathématiques, c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Ce n'est pas un talent inné. On n'est pas né avec un gène des mathématiques, ça n'existe pas. Mais avec des bonnes méthodes et la persévérance, tout élève peut progresser significativement. Il y en a certains qui travaillent, par exemple, à quatrième, troisième. En troisième, ils se réveillent, ils essayent d'utiliser des méthodes comme celle-là mais ils y arrivent pas, ils ont des problèmes, mais parce que il y a eu un effet boule de neige en sixième, cinquième, quatrième ou même en primaire, parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'ensemble de ces stratégies très tôt. Alors, je dis pas qu'en troisième, après, c'est irrécupérable, pas du tout, parce que ces méthodes-là fonctionnent aussi, mais on ne va peut-être pas partir de 2 sur 20 à 16, 18 sur 20. Par contre, plus on prend tôt ces méthodes, plus on va y arriver en mathématiques, vraiment. Les compétences mathématiques sont de plus en plus valorisées dans notre société numérique, dans tout ce qui a un lien avec l'informatique, mais pas que. Voilà. Donc, investir dans ces méthodes, c'est préparer toutes les opportunités de demain qu'on aura. Voilà. Donc, commencez dès maintenant et transformez votre relation avec les mathématiques. C'est très important. Allez, je vais vous laisser. J'espère que tout est bien compris. N'hésitez pas à me laisser les commentaires que vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!